Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Pour ce hors-série, nous allons parler de Willem Fricke, dit Willy. Si vous suivez mes vidéos depuis le début, ce nom vous dit quelque chose parce que je parle souvent de ce personnage dans la chronologie d'Hitler, tandis que pour les autres qui viennent occasionnellement sur la chaîne, ce nom ne doit absolument rien vous dire. En effet, dans les documentaires ou les films sur la Seconde Guerre mondiale, personne ne mentionne ce personnage. Alors qu'il est là depuis quasiment le début et il sera là jusqu'à la fin, c'est un des accusés du procès de Nuremberg. Willem Fricke est né le 12 mars 1877 à Alzens en Bavière. Il est le dernier d'une fratrie de 4 enfants. Son père, c'est Willem Fricke, donc oui, ils ont le même prénom, professeur, et sa mère, c'est Henriette Schmid, femme au foyer. La famille est dans la classe sociale moyenne, religieuse et pratiquante. La discipline règne à la maison. Il fait ses études à Kaiserslautern et étudie la philosophie et le droit à Heidelberg, où il a obtenu son diplôme en 1901. Pour vous situer, il fait ses études à Munich et à Berlin. En 1903, il rejoint la fonction publique en travaillant comme avocat à la préfecture de police de Munich. En 1907, il est nommé magistrat du gouverneur et directeur de la police à Pinz-Naussens. En 1910, il épouse Elisabeth Emilie Nagel et il y aura de cette union 3 enfants. 2 garçons et une fille. Donc je n'ai pas trouvé de photo de son premier mariage. Son premier fils est cadre dans l'administration nazie et il se suicidera le 3 mai 1945 avec femme et enfants. Son second fils tombera en tant que lieutenant sur le front de l'Est en 1941. Sa fille, tant qu'à elle, sera infirmière dans la Luftwaffe et survivra à la Seconde Guerre mondiale. Il divorcera en 1934 et la même année, il prendra pour épouse Margaret Schulz-Naumburg et aura 2 enfants de cette union, un garçon et une fille. Le garçon décédera en 2007 et la fille en 2011. Pour information, la seconde épouse de Willem Fricke devra, après la guerre, passer devant le tribunal de dénazification et elle est condamnée à verser une somme de 10 000 marks, considérée comme délinquante mineure. Lors de la Première Guerre mondiale, il est officier de réserve. Ses supérieurs ne veulent pas l'envoyer au front. Il est plus utile à l'arrière dans le civil que sur la ligne de front. De ce que j'ai trouvé, il est directeur de la police criminelle. Et c'est une information à prendre avec des pincettes. Je n'ai trouvé l'information qu'une seule fois. En 1919, il rejoint Munich où il est nommé responsable de la police politique. Il sera démis de ses fonctions après les troubles avec les révolutionnaires communistes de Bavière et il reviendra en 1923 à la direction de la police de Munich. Et pendant ce temps, il se rapproche des mouvements Volkitsch. Lors du putsch des brasseries, dans la soirée du 8 novembre, Willem Fricke est au commissariat central et attend les coups de téléphone des policiers sur le terrain. Lorsque les policiers sur le terrain remarquent qu'il se passe des choses étranges, qu'il y a des rassemblements d'hommes armés, ils téléphonent à leur chef pour avoir des consignes et leur chef n'est autre que Willem Fricke et il leur répond qu'il n'y a sûrement rien à craindre, ils doivent rester sur place et ne rien faire et attendre les ordres. Lors de la soirée, il discute avec von Kahr et von Kahr décèle immédiatement que Fricke fait partie des membres du putsch. À 3 heures du matin, le 9 novembre, von Kahr fait arrêter Willem Fricke. Lors du procès du putsch en avril 1924,
Wilhelm Frick sera condamné à 15 mois de prison, mais il bénéficiera d'une libération conditionnelle pour bonne conduite. De novembre à avril, il était en prison. Il sera démis de ses fonctions et il travaillera dans une assurance pour une très grosse compagnie d'assurance. Par la suite, il rejoint le parti Volkitscher de Ludendorff et lors des élections des représentants des régions, Wilhelm Frick gagne une place au Reichstag accompagné de Stresser, Röhm, Feder et Ludendorff lui-même. Pour information, après le putsch des brasseries, le NSDAP est interdit et le mouvement se disperse en plusieurs groupes et il y a des querelles entre ces différents groupes et même au sein d'un même groupe. Tout le monde attend une personne capable de rassembler tout le monde et cette personne n'est autre que Adolf Hitler. Le 27 février 1925, Hitler, qui est sorti de prison, reprend la parole devant une assemblée en privé. Pour information également, Adolf Hitler, une fois sorti de prison, il lui est interdit de prendre la parole en public. Mais si c'est une réunion privée, il a le droit. À cette époque, quand nous parlons de réunions privées, il faut compter du 6-7 000 personnes. Hitler prend justement la parole pour demander aux membres des différents groupes d'oublier leurs querelles personnelles et de se rassembler sous ses ordres. Wilhelm Frick ainsi que d'autres dirigeants rejoignent Hitler sur scène dans un geste d'unité. En septembre 1925, Wilhelm Frick rejoint le NSDAP qui est depuis peu de nouveau autorisé. Il sera le membre numéro 10 et pour information, il aura l'ordre du sang numéro 35. Le 13 juin 1928, lors de nouvelles élections, Wilhelm Frick et une dizaine d'autres nazis rejoignent le banc des députés au Reichstag. Mot d'ordre, attaquer l'institution de l'intérieur, opposition contre tout. Le 23 janvier 1930, Wilhelm Frick est nommé ministre de l'Intérieur et de l'Éducation de l'État de Thuringe. Alors pour information, en Allemagne il y a plusieurs régions et dans une région il y a plusieurs ministres et leur façon de faire peut être différente d'une autre région. Et de ce fait, Wilhelm Frick est le premier représentant du NSDAP à obtenir le statut de ministre. Tous les partis le scrutent en se disant qu'il va foirer parce que les nazis sont incompétents en politique. Ils sont juste bons à faire de l'opposition. Une des premières choses que Wilhelm Frick met en place, c'est de créer de nouveaux cours à l'université d'Iéna sur la question raciale et de connaissances raciales. Il fait venir des professeurs spécialisés dans la question raciale et ensuite il publie également un décret racialiste qui a pour terme pour la protection du peuple allemand de la culture noire. Il fait également virer des éléments indésirables de la police et de l'école pour les remplacer par des sympathisants nazis. Même à ce stade-là, Hitler lui dit de lâcher un peu la pédale d'accélération et de ralentir sur tout ce qu'il entreprend. Il reçoit des autres partis une très forte opposition et le ministre de l'Intérieur du Reich supprime les subventions du Reich à Thuringe. Par la suite, sur ordre d'Hitler, Wilhelm Frick démissionne. Les autres partis sont satisfaits et se disent que les nazis ne seront jamais au pouvoir car ils sont incapables de gouverner. Le 5 octobre 1930, Wilhelm Frick est présent lors des rencontres discrètes entre Hitler et le chancelier du Reich, Brüning. Il faut dire qu'à cette époque, les nazis ont une centaine de députés au Reichstag et ils commencent à peser lourd en politique. Donc cette réunion est discrète et non pas secrète parce que il y a des SA qui chantent dans la rue autour de la maison où Hitler et le chancelier sont rassemblés. Le 14 octobre 1930, Gregor Stresser, Frick et Gottfried Feder présentent une loi pour limiter les taux d'intérêt à 4%
De plus, les propriétés des princes et des banques doivent être expropriées sans indemnisation. Hitler est horrifié par cette demande et demande aux députés de retirer la loi. Les communistes reprendront la loi mot pour mot. Wilhelm Frick fait alors partie de la branche socialiste du NSDAP. Le 6 août 1932, Hitler rencontre le ministre de la Défense von Schleicher et expose ses demandes et la composition de son cabinet s'il arrive au pouvoir. Wilhelm Frick y est mentionné en tant que ministre de l'Intérieur. Le 13 août, Hitler, accompagné de Ernst Röhm et de Wilhelm Frick, rencontre le président von Hindenburg, accompagné du chancelier von Papen, du chef de la chancellerie Otto Messner et du ministre de la Défense von Schleicher. Tout cela pour vous préciser que Wilhelm Frick est quelqu'un d'important. Il est dans les très grosses réunions avec Hitler face à des personnes comme le président. Le 1er décembre 1932, Hitler assiste à une réunion des chefs du parti et Stresser, soutenu par Wilhelm Frick, se prononce en faveur d'un gouvernement avec von Schleicher comme chancelier. Donc là, si vous suivez mes vidéos, vous savez à peu près l'histoire. Pour les autres, il faut vous dire qu'avant qu'Hitler devienne chancelier, il y aura un peu de division au sein du parti pour savoir s'il faut suivre le ministre de la Défense qui est en poste ou bien est-ce que Hitler devient chancelier. Le 5 décembre 1932, Stresser exhorte ses collègues à renoncer à l'exigence selon laquelle Hitler doit devenir chancelier. Et il exhorte les chefs à soutenir von Schleicher. Wilhelm Frick soutient toujours la démarche de Stresser. Le 8 décembre, Hitler rassemble Wilhelm Frick et tous les autres chefs du parti pour contester les arguments de Stresser. Le 9 décembre, les sympathisants de Stresser doivent être purgés. Une tournée de fidélisation est engagée par Hitler. Wilhelm Frick se soumet à Hitler. Donc quand je dis purger, c'est politiquement les virer du parti et non pas les éliminer physiquement. Le 22 janvier 1933, Wilhelm Frick est présent dans l'appartement de Ribbentrop lors des négociations entre le parti et le gouvernement, à savoir si Hitler accepte le poste de vice-chancelier ou est-ce qu'il est têtu pour rester sur son poste de chancelier. 30 janvier 1933, Hitler devient le 15e chancelier de la République de Weimar et Wilhelm Frick est nommé ministre de l'Intérieur. Lors de l'incendie du Reichstag, peu après la nomination d'Hitler au poste de chancelier, Wilhelm Frick signe avec Hitler le décret pour l'arrestation des communistes en Allemagne. C'est un état d'urgence. Il donne ainsi une coordination de toutes les polices allemandes qui étaient jusqu'alors divisées et toutes ces polices ont pour chef lui-même en tant que ministre de l'Intérieur du Reich. Comme dit, il y a plusieurs régions et les policiers obéissaient aux ordres de leur région. Le seul hic avec Wilhelm Frick, que nous allons voir un peu plus en détail, c'est qu'il ne contrôle pas la Prusse. La Prusse est gouvernée par Göring, qui est ministre de l'Intérieur de Prusse et également ministre-président. Donc Göring, en tant que ministre de l'Intérieur de Prusse, doit obéir à Wilhelm Frick, qui est ministre de l'Intérieur de l'Allemagne. Mais comme Göring est également ministre-président, il n'est pas obligé d'obéir à Frick parce qu'il est supérieur à Wilhelm Frick. Donc je ne sais pas si vous saisissez un peu la complication de la chose, mais cela fera de très grosses embrouilles entre Göring et Wilhelm Frick. Des fois, les deux personnages seront d'accord sur un sujet et des fois, ce sera l'extrême opposition, surtout concernant la Gestapo. Ce que Wilhelm Frick veut faire avec la Gestapo, pour explication, Wilhelm Frick ne supporte pas le laisser-aller qu'il y a avec la Gestapo. Parce que, si vous suivez les vidéos ou vous avez regardé le hors-série sur Himmler, vous constaterez que la Gestapo est en roue libre.
Ils ne rendent compte quasiment à personne. Ils peuvent arrêter des gens juste par suspicion, les faire parler de manière brutale, donc la torture, et les enfermer pour une durée indéterminée. C'est exactement ce que Göring veut à l'origine, c'est faire peur avec cet outil de répression. Pour cela, par exemple, Wilhelm Frick maintiendra à son poste Gisevius, donc déjà parlé de ce personnage dans des vidéos précédentes. C'est une personne qui travaille pour la Gestapo et qui est tellement dégoûté de ce qu'il voit qu'il y renonce, mais Wilhelm Frick le maintiendra dans son ministère de l'Intérieur. Et Göring, forcément, veut que cette personne dégage, démissionne, mais Wilhelm Frick maintient cette personne. Cette personne a pour rôle de consigner toutes les plaintes faites contre la Gestapo. Et Gisevius, une fois que les plaintes arrivent à lui, il doit les envoyer directement au bureau de Wilhelm Frick. Wilhelm Frick, en recevant les plaintes, demande directement des explications à Göring, et d'après Gisevius, il y a de violentes disputes sur certains sujets. Wilhelm Frick fera passer de nombreuses ordonnances contre le droit d'interner préventivement, mais la Gestapo a reçu l'ordre de ne pas obéir au ministre de l'Intérieur. Les agents de la Gestapo recevaient donc des avertissements. Gisevius dira que le zèle d'un membre de la Gestapo se mesurait à la hauteur de la pile d'avertissements. Wilhelm Frick mettra également en place des mesures de sécurité pour les personnes qui portent plainte contre la Gestapo et la SS. La personne aura droit à des policiers qui gardent sa maison et dans sa maison, il y aura une ligne directe avec le poste de police le plus proche. La personne a juste à décrocher le téléphone pour être en relation avec un policier du poste de police. Tout cela pour éviter des visites impromptues de certains individus. Par la suite, Wilhelm Frick essayera d'avoir la Gestapo sous ses ordres. La Gestapo étant une police politique, normalement elle fait partie de l'État, donc elle devrait revenir sous les ordres de Wilhelm Frick. Mais Göring s'y oppose bec et ongle, et c'est pour cela qu'il remettra la Gestapo à Heinrich Himmler. Parce que, comme déjà dit, Heinrich Himmler a la faculté à se soumettre à Göring. Et justement, la règle est que, bien que Heinrich Himmler soit le chef de la Gestapo, les grandes décisions et certains rapports doivent être mis à Göring. Alors que si Wilhelm Frick aurait repris la Gestapo en main, il n'aurait pas été soumis à Göring et il aurait modelé la Gestapo, donc en gros les remettre dans le droit chemin. De ce fait, Heinrich Himmler, qui a la SS sous ses ordres, bien évidemment qui est lui-même sous les ordres de Ernst Röhm, essaye de disperser la Gestapo dans les autres régions. Wilhelm Frick essaye de cantonner la Gestapo à la région prussienne. Pour cela, il essaye d'empêcher le développement de la Gestapo, en refusant systématiquement toute nouvelle nomination de fonctionnaires pour la Gestapo. Après, comme vu dans le hors-série de Himmler, vous savez que Himmler gratte les régions petit à petit, en amenant les Gauleiter à demander une Gestapo pour leur région. Et également, vous savez que même dans des grandes villes, il y a peu d'agents de la Gestapo. Donc le fait de restreindre la Gestapo ne dérange pas Himmler parce que les agents de la Gestapo sont très peu nombreux. Mais comme dit, avec le jeu des mouchards, ils savent tout ce qui se passe dans le pays. Wilhelm Frick essayera également d'introduire un contrôle légal de tous les cas d'internement, ce qu'il n'obtiendra pas. Wilhelm Frick fera un mémorandum où il dira que toutes les responsabilités devront désormais être endossées avec toutes ses conséquences au Reichsführer SS qui revendique le commandement de la police politique. Wilhelm Frick demandera également à ce que les régions ne collaborent plus avec les personnes n'appartenant pas à l'administration. Donc les personnes visées par cet ordre, c'est la Gestapo. Göring interviendra contre Frick, bien que c'est Himmler qui soit chef de la Gestapo, en disant que la Gestapo était indispensable au gouvernement.
Himmler prudent coopérera avec Frick et il limitera de lui-même l'action de la Gestapo et du service des renseignements de la SS sur la transmission d'informations. Hermann Göring, pour assurer Frick et pour le calmer un peu, dira que ces mesures n'étaient que temporaires, que c'était juste pendant cette période de trouble avec les communistes et les opposants politiques. Wilhelm Frick pense que Hermann Göring lui dit la vérité et que les instruments de répression dont s'était doté l'État et qu'ils avaient confiés à Himmler n'étaient que temporaires et qu'il faudrait les ramener sous le strict commandement de l'État une fois la normalisation assurée. Wilhelm Frick dira aux régions qu'ils peuvent collaborer avec la Gestapo sous condition que la Gestapo fasse le rapport des arrestations aux régions et que les régions envoient le rapport des arrestations à Wilhelm Frick. Les régions et la Gestapo feront ce que Wilhelm Frick demande. De même, Wilhelm Frick est contre le comportement abusif de l'ASA. Si vous suivez les vidéos, vous savez que l'ASA, une fois Hitler au pouvoir, se lâche complètement et ils font un peu tout et n'importe quoi. Et Wilhelm Frick dira « Les actes répréhensibles commis par les membres de l'ASA devront faire l'objet de poursuites énergétiques. » De ce côté-là, Hermann Göring est d'accord avec Wilhelm Frick, il faut sévir avec la SA. Hermann Göring, en tant que ministre de l'Intérieur de Prusse, donnera même l'ordre à ses policiers d'ouvrir le feu à la moindre résistance. Donc cet ordre est donné, que ce soit communiste ou SA, si une personne refuse d'obéir aux ordres de la police, il pourrait être abattu. Hermann Göring dira « Ce n'est pas le policier qui tire, mais c'est moi ». Le 30 juin 1934, événement de la nuit des longs couteaux commence et Wilhelm Frick apprend aux alentours de 9h30 10h qu'il y a des arrestations de SA. Il se précipite auprès de Hermann Göring pour avoir des explications et Göring dira à Frick qu'il devrait regagner son domicile et qu'il ne devait pas s'occuper du développement ultérieur des événements. Et Wilhelm Frick, étonnamment, regagna son domicile et ne sortira pas de chez lui pendant 2 jours. Alors la question est, est-ce que Hermann Göring a menacé Wilhelm Frick? Ça, nous n'avons pas d'informations supplémentaires, mais connaissant Hermann Göring, c'est tout à fait possible. De plus, nous savons, d'après des témoins, qu'il y a déjà eu une tentative d'assassinat sur Wilhelm Frick. Wilhelm Frick devait partir en déplacement en Bavière et il a reçu l'information comme quoi un attentat allait être commis contre lui lors de son déplacement. Il a envoyé des enquêteurs et les enquêteurs ont confirmé les dires à Wilhelm Frick. Parce que justement, Wilhelm Frick est une personne qui dérange en voulant mettre des bâtons dans les roues à la Gestapo par exemple. À la suite de la nuit des longs couteaux, Wilhelm Frick dira que c'est un crime et une atteinte à la liberté et il fut particulièrement frappé du meurtre de Stresseur qu'il considérait comme pur acte de vengeance personnelle. Il dira également « Si Hitler ne fait pas prochainement au SS et à Himmler ce qu'il a fait aujourd'hui au SA, il fera de pires expériences avec les SS et avec Himmler. » En mai 1935, Wilhelm Frick devient plénipotentiaire général à l'administration du Reich. Grâce à cette fonction, il disposera, à partir de 1938, du contrôle du ministère de la Justice, le ministère de l'Éducation du Reich, du ministère du Reich pour les questions religieuses et les services nationaux d'aménagement du territoire. Ce qui en gros sera très utile lors des conquêtes de guerre pour éviter tout changement et complications entre services. Wilhelm Frick ayant un poste important, il devra mettre sa signature sur tous les documents possibles et imaginables concernant le Troisième Reich. Par exemple, expropriation des biens juifs, sa signature est en bas du papier. Port de l'étoile jaune, signature de Wilhelm Frick en bas du papier. Loi du 13 mars 1938 qui réunit l'Autriche au Reich,
signature en bas du papier de Willem Frick. Protectorat, prise des Sudètes, etc. Tous les documents ont sa signature. Ce qui pèsera lourd, très lourd contre lui lors du procès de Nuremberg. Pour information, Willem Frick est tellement important et on dira aussi proche de Hitler parce que là pour l'instant nous le voyons combattre contre Himmler et Göring au sujet de la Gestapo, mais c'est quand même un personnage qui est très proche de Hitler. Et par exemple, Emil Maurice s'adressera à Frick pour pouvoir parler à Hitler après leur dispute pour enterrer la hache de guerre. Et c'est Willem Frick qui organisera cette rencontre. Pour comprendre d'où vient l'embrouille entre Emil Maurice et Adolf Hitler, qui étaient très bons amis, je vous renvoie au hors-série sur Kelly Robal, la nièce d'Hitler. Et pour cette année 1935, Frick se bat toujours contre les internements arbitraires ainsi que les mauvais traitements. Himmler se plaint à Hitler et Hitler dira à Frick que rien ne doit changer. En gros, l'idée c'est que tant qu'il y a cette Gestapo et ces camps de concentration, Hitler se dit que les communistes ou autres ennemis de l'État sont dans la crainte et ils n'osent rien faire. Par contre, si on commence à donner des droits aux détenus et que la Gestapo est tenue en laisse, là, ça sera un peu la fête, tout le monde va se lâcher. Par contre, à ce moment-là, il y a un dirigeant nazi, quand je dis dirigeant, c'est plus une personne haut placée, qui se retrouve arrêté par la Gestapo et envoyé dans les camps de concentration. Parce que ce dirigeant nazi aurait dit qu'il y avait de mauvaises conditions dans les camps. Une fois que Willem Frick sait que cette personne est arrêtée, Frick ira menacer Himmler pour que justement il relâche ce dignitaire nazi et qu'il arrête les arrestations arbitraires. Et que si il agissait encore de la sorte, il déposerait plainte contre lui pour atteinte à la liberté d'autrui. Il est dit que Himmler ne prendra pas cette menace au sérieux. Il faut dire aussi que Himmler est protégé par Hitler et qu'avec le temps, Himmler a un peu plus d'assurance. Par la suite, Willem Frick, aidé du ministre de la Justice Gürtner et avec le soutien de Göring, demande à ce que les détenus puissent voir un avocat, qu'il n'y ait plus d'internement à durée indéterminée et que les punitions dans les camps fassent l'objet de règles unifiées et claires pour éviter les mauvais traitements et tortures arbitraires. Himmler essaya de se défendre en prétextant le danger communiste et qu'il ne pouvait être vaincu avec les moyens de l'État de droit libéral. Himmler fera également un mémorandum qu'il enverra un peu à tout le monde, mais ayant énormément de dirigeants nazis contre lui et même Hermann Göring, qui de ce côté-là commence à vouloir aussi de l'ordre et de la discipline, Himmler se soumet. Il accepte que les punitions soient réglementées dans les camps, mais par contre, il arrive à obtenir que, à l'extérieur, la Gestapo continue à avoir carte blanche. En 1936, Himmler accepte que les internés puissent avoir un avocat sur autorisation de la Gestapo. Mais la Gestapo opposa une résistance passive à l'application de cette règle. Donc forcément, si la Gestapo ne veut pas que le détenu possède un avocat, eh bien, il n'aura jamais d'avocat. En cette même année 1936, lorsque Himmler devient chef de la police, Willem Frick s'imagine que Himmler lui sera subordonné. Mais l'inverse se produit, la police se détache du ministère de l'Intérieur au profit de Himmler, et Himmler ne rend de compte qu'à Hitler. En 1938, lors de l'Anschluss, Willem Frick signe le document qui autorise Himmler à devenir le chef de la police d'Autriche. Nous ne savons pas s'il est content de signer ce papier, mais à mon avis, il doit certainement obéir aux ordres de Hitler. En 1943, Hitler propose le poste de protecteur de Bohême-Moravie à Willem Frick. Willem Frick refuse le poste parce qu'il a tous les droits et par la suite il accepte à la condition que les différents droits soient répartis entre différentes personnes. D'après certains historiens, c'est Hitler qui aurait divisé lui-même
ces différents droits parce qu'il n'avait pas confiance en Wilhelm Frick et ne voulait pas donner trop de pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais connaissant le personnage Wilhelm Frick, il est possible que ce soit lui qui ait demandé de ne pas avoir tous les droits. Par contre, Wilhelm Frick garde le droit de nommer les fonctionnaires, il a le droit de grâce et celui de coopérer à la formation d'un gouvernement dans le protectorat. Les historiens disent que Hitler a proposé la Bohème-Moravie à Wilhelm Frick pour qu'il aille là-bas sévir. Et c'est Heinrich Himmler qui prend son poste de ministre de l'Intérieur dans le Reich. Ce que je pense, donc là ce n'est que ma pensée et non pas les dires d'historiens, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez, je pense que Hitler a envoyé Wilhelm Frick en Bohème-Moravie pour ne pas sévir, mais pour justement calmer le jeu. En 1943, il y a un peu de turbulence un peu partout dans le Reich et dans les pays conquis, et ça bouillonne un peu partout. L'ancien protecteur de Bohème-Moravie, Heydrich, a été assassiné, et les personnes qui l'ont remplacé par la suite ont sévi très sévèrement contre la population. Et je pense que Hitler a envoyé Wilhelm Frick pour calmer un peu ce bouillonnage. Parce que si une population bouillonne et que vous rajoutez des bourreaux à leur tête, il y a de grandes chances que ça explose. Par contre, si vous envoyez quelqu'un comme Wilhelm Frick, qui est plutôt juste, donc lui c'est, comme vous l'avez compris, il met des règles aux punitions par exemple, ou quand les gens sont arrêtés, il y a un début, une fin. Donc en fait, une règle normale pour un pays, ça peut calmer les tensions. Par contre, le fait de mettre Himmler en tant que ministre de l'Intérieur, là, c'est pour sévir en Allemagne. Parce que ça bouillonne en Allemagne également. Et Hitler a également peur qu'il y ait une révolte et un soulèvement des prisonniers communistes, etc. en Allemagne, comme il y a eu en 1918 lors de la fin de la Première Guerre mondiale. Donc Hitler a peur de cela et il met Heinrich Himmler pour justement sévir en Allemagne. Donc ça, ce n'est que ma pensée qui serait un peu plus logique que d'envoyer Frick pour sévir en Bohème-Moravie. En 1945, à la fin de la guerre, Wilhelm Frick est arrêté par les Alliés et il va se retrouver au procès de Nuremberg. Étant une personnalité importante du régime nazi, il est normal qu'il se retrouve au tribunal de Nuremberg. En gros, ce qui est reproché à Wilhelm Frick au procès de Nuremberg, c'est que déjà, il a sa signature sur tous les documents possibles et imaginables du Reich allemand. De plus, il lui reproche de ne pas avoir protégé les personnes tuées par le régime T4. Donc les fous, les déficients mentaux qui ont été euthanasiés par le régime nazi. Pour le procès de Nuremberg, le ministre de l'Intérieur aurait dû protéger ces personnes. Il est également tenu responsable des camps de concentration. Selon le tribunal, en tant que ministre de l'Intérieur, les camps de concentration sont sous sa responsabilité. Il sera également reproché à Wilhelm Frick de ne pas avoir utilisé son droit de grâce en Bohème-Moravie sur des détenus condamnés à mort et que des juifs soient déportés de son protectorat jusqu'en Pologne. Donc cela est un résumé, vous comprenez à peu près la ligne de conduite du procès de Nuremberg. Wilhelm Frick plaide non coupable. Dans les juges, les Français souhaitent la prison à vie pour Wilhelm Frick, mais les autres juges le condamnent à mort par pendaison. Avant d'être pendu, le 16 octobre 1946, ses derniers mots sont « Vive l'Allemagne éternelle ». Durant sa carrière, Wilhelm Frick écrira 3 livres, un en 1932, un national-socialiste au Reichstag, et 2 en 1934. Nous construisons le Troisième Reich et reconstruire l'Empire. Donc c'est plus un seul livre en 2 tomes que 2 livres complètement différents. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.